Bonjour, voici Katia Keller. Il y a quelque temps, je vous ai envoyé un questionnaire. Il y a beaucoup de personnes qui ont rempli ce questionnaire. Et parmi d'autres, je vous ai proposé d'articuler vos difficultés, les problématiques que vous voudriez qu'on discute. Donc, j'ai ramassé un tas de ces questions qui, je trouve que c'est pertinent pour beaucoup des gens et j'aimerais bien alors en parler aujourd'hui. Voilà la première question. Je m'accompagne au piano en chantant. Il m'est alors très difficile en spectacle de me concentrer sur les notes tout en pensant aux paroles et à l'intention des mots et à ma posture, etc. J'ai toujours une partition devant moi. Bon, ici, notamment une très bonne illustration de la complexité du processus. En soi, de jouer un morceau, de chanter un morceau, de chanter en s'accompagnant, c'est déjà un processus bien complexe. Il y a beaucoup de choses à gérer, n'est-ce pas? Alors, de jouer de plus avec la partition, ça demande encore plus de temps pour gérer encore plus de choses. Donc, la conclusion évidente, c'est de se libérer un peu de temps serré qu'on veut pour gérer d'autres choses, par exemple l'intonation, l'expression, etc. Bon, c'est de mémoriser la partition. Et là, notamment, il y a un tas d'ancrages. On en a parlé, c'est bien sûr, c'est des choses différentes. L'oreille, il faut travailler l'oreille parce que tout ce qu'on travaille en oreille, l'oreille absolue, le plus vous le développez, le plus vous ancrez dans les notes, le plus facile, ça sera de mémoriser, de se souvenir du texte. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas penser deux choses à la fois. Ça, c'est la réalité de notre cerveau gauche, si vous voulez, de notre cerveau rationnel. Donc, il faut mettre les notes dans la boîte acquis. Ça veut dire que c'est le cerveau droit, le cerveau de mouvement qui gère tout ça. Et donc, dans les formations, dans la méthode sur la mémoire, vous en avez d'autres techniques pour mémoriser les textes. Mais bon, voilà, la première chose, c'est l'importance de la mémorisation pour alléger le processus de jouer. La prochaine chose, la personne demande le truc infaillible pour chantonner une partition sans l'aide d'un instrument. Bon, de jouer sans instrument, d'imaginer de jouer et de le faire très précisément dans la rapidité, dans les bons tempos, etc. Ça, c'est en soi une technique, on la développe en essayant encore et encore. Mais il y a deux choses dont on doit se rendre compte. La première, que pour maîtriser cette technique, il faut la concentration. La concentration relâchée, c'est la même concentration qu'on utilise quand on joue avec l'instrument, mais surtout dans la tête, ça demande de la concentration, de rester sur le sujet, imaginer de jouer, entendre, audioliser la musique, etc., etc. Et la concentration, ça se base sur la respiration, le processus physique de la respiration. Et après, bon, aussi, une chose importante, il faut se souvenir que la première note est importante. Il faut se mettre dans la bonne tonalité. Donc, l'oreille absolue, vous vous souvenez de cette note, vous avez le rappel. Sinon, bon, vous jouez cette première note, le premier Do ou Fa dièse ou une autre note. La prochaine question, c'est sur la vélocité. J'étais dans la masterclass, la virtuosité de ces très jeunes académiciens me stupéfie. Sans viser pareil niveau, quel exercice ou méthode ou moyen proposez-vous pour développer ou maintenir la technique pianistique?
Bon, pour la technique, bon, il y a une méthode, etc. Mais deux choses. Il faut se rendre compte d'où vient, où se trouvent les racines des problèmes techniques. Il y a toujours deux causes à examiner. La première, c'est la rythmique. Oui, en fait, moitié de nos problèmes de technique se trouvent dans les rythmes, dans les pulsations, les tempos qui ne sont pas maîtrisés, et vous éliminez ces difficultés et la technique va suivre. Deuxième chose, bien sûr, c'est la question de technique de l'instrument, donc la souplesse, la stabilité, la dextérité, etc. Tout ça, on travaille petit à petit, et ça, bon, il y a le premier conseil et le dernier, tous les mouvements doivent être aussi confortables que possible, aussi économiques et confortables que possible, parce que dans la vitesse, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de changer le geste. Après, je suis musicien et ayant du mal à apprendre par cœur, je me suis déjà penchée sur les différentes mémoires auditives, physiques, cognitives, émotionnelles. Je ne sais pas si tout le monde peut s'y retrouver. Bon, oui, tout le monde peut s'y retrouver, hein. La mémorisation des textes, c'est un acquis. Ça fait partie du développement de musiciens, et on développe ses propres petits instruments, mais il y a déjà des techniques très, très éprouvées et très importantes. Et tout d'abord, il faut penser des ancrages. Encore, j'ai déjà parlé de cette boîte d'acquis. Hein? On n'a pas le temps de réfléchir ou de contrôler les notes qu'on joue. Non, ça doit être installé, bien installé. Et pour ça, on utilise notamment l'oreille musicale. Travaillez votre oreille. Cela améliore la mémoire. Deuxième chose, c'est les 5 autres mémoires qu'on doit travailler. C'est la mémoire de la toucher, la mémoire du geste, la mémoire géométrique, la mémoire des grandes lignes, etc. Après, la question, à mon niveau, débutant permanent en clarinette, je confirme que l'automatisme n'est pas la bonne formule. Si ça peut paraître satisfaisant en jouant solo, il en est tout autre si on joue en formation, quelle que soit la taille. L'écoute des autres n'est pas là, le résultat non plus. Encore une chose sur l'écoute des autres. L'écoute des autres, ça fait partie de l'oreille connectée, de l'oreille musicale. Hein? Et ça fait partie encore de ces processus différents qui se passent dans notre cerveau. C'est aussi un acquis. L'oreille doit être ouverte. Donc, une oreille, j'écoute ce que je joue. Deuxième oreille, écoute les autres. C'est comme ça que ça se passe. Bon, il n'y a pas de baguette magique. Il faut travailler cet acquis, et si vous avez la méthode sur l'oreille absolue, bon, il y en a des leçons, donc regardez ces leçons, essayez de les appliquer, mais toujours souvenez-vous du fait que l'écoute des autres, ça fait partie de votre écoute musicale. C'est pas dans une bulle qu'on joue. Après, il y a une personne qui écrivait: malgré tous les progrès technologiques de notre époque, on enseigne encore la musique et le solfège comme il y a plusieurs siècles, d'où la difficulté d'apprendre un moment où on n'est plus très habitué à l'effort dans l'apprentissage. Bon, qu'est-ce que je peux dire là? Bon, tout apprentissage
c'est un effort. On sort de sa zone de confort. On doit faire cet effort. On ne peut pas en contourer. Après, je ne suis pas vraiment d'accord avec cet avis qu'on enseigne toujours comme c'était il y a des siècles. Non, il y a plein de nouvelles choses, y compris des choses technologiques qu'on utilise. Mes enseignements, par exemple, sont bien dans l'avant-garde de l'enseignement, mais je ne vois rien pénible pour utiliser les pédagogies éprouvées, les pédagogies qui étaient là et qui marchent. Hein. C'est bien. Des bons enseignants, à mon avis, combinent ces techniques. Et encore une question, notamment de la même personne. Vous avez parlé de la couleur des sons, des notes, mais pourquoi ne les écrit-on pas en couleur des notes pour faciliter ces apprentissages de lecture? Oui, je parle des couleurs tonales, c'est pas exactement la coloration, parce que la couleur tonale c'est la description de la note et ça peut être associé à une couleur visuelle, mais ça peut être associé à un tas d'autres choses aussi. Cependant, la colorisation ou de colorier les notes dans la partition, surtout si vous connaissez les associations des couleurs visuelles à vos couleurs tonales, bon, c'est un instrument pour le développement de votre oreille. Et ça s'utilise dans la méthode de développement de l'oreille absolue. Cependant, la coloration des notes pour développer la lecture de partition, ça c'est pas très utile parce qu'en lecture de partition, comme je vous explique dans les autres vidéos, il y a 8 aspects à contrôler, 8 petits acquis à développer. Et après, quand on joue avec la partition, surtout si on le fait à vue, là, on doit être doué dans ces acquis différents, dans ces aspects différents. De colorier les notes pour les distinguer sur la portée, bon, là, vous ajoutez encore le 9e acquis, si vous voulez, la 9e chose à contrôler. Donc, la reconnaissance des notes sur la portée, ça s'entraîne tout simplement en essayant. Donc, ça fait partie de la lecture de partition. Après, il y a une question. Parleriez-vous du sens à donner à une phrase musicale, des intonations, des nuances, s'il vous plaît? Bon, sens d'une phrase musicale, des intonations, des nuances, c'est une chose qu'on peut discuter beaucoup. Mais en fin de compte, c'est individuel. C'est vraiment le sens que vous, en tant qu'interprète, vous donnez à la phrase. Il y a bien sûr la question du style et de genre. Hein, parce que, par exemple, les intonations opératiques, ça sera mal placé dans une chanson de jazz ou de la musique pop, sauf si vous utilisez exprès, quelque part, ponctuellement. Mais en général, si vous le faites, ça sonne un peu bizarre, mal placé. Il y a aussi la question de l'époque, hein, et là, bien sûr, encore, il y a la liberté d'interprétation. On peut, surtout aujourd'hui, on peut élargir énormément les bornes, les règles du style, etc. Mais il faut connaître ces règles quand même. Hein. Paul McCartney disait, il n'y a pas de règles en musique. Oui, il n'y a pas... On peut changer des règles si on connaît les règles d'abord. Hein.
Si on fait juste, juste intuitivement, bon, on va pas aller très très loin. Mais donc, l'intonation individuelle, dans le cadre du style, dans le cadre de genre, après, on peut appliquer cette intonation. Et le mieux vous connaissez votre style, le mieux vous connaissez l'intention du compositeur d'ailleurs aussi, le mieux vous pouvez après ajouter votre propre intonation. Et là, je me souviens d'un concert de Chopin avec un accent géorgien par une pianiste géorgienne qui jouait ce concert. C'était assez incroyable parce que elle a ajouté des choses presque en dehors on ne pouvait pas la reprocher en disant oui, vous ne jouez pas dans le style. Non, c'était Chopin, mais c'était quand même accentué un peu comme la langue géorgienne. Donc, c'est pas du tout interdit. Ensuite, j'ai déjà parlé des intentions de compositeur. Et là, si quelqu'un a écrit la musique, il donne ses indications, surtout dans la musique moderne. Dans le vieux temps, quand on était seulement dans un seul style, c'était la convention. Mais aujourd'hui, il y a tant de styles, il y a tant de langages que les compositeurs préfèrent en fait de donner des indications pour vous aider en tant qu'interprète de comprendre son propre intention. Donc il faut faire attention déjà par le respect, mais aussi pour comprendre ce que voulait dire le compositeur par cette ou cette phrase, mélodie, etc. Et puis après, vous pouvez bien sûr mettre en examen ce que vous voulez, comment vous voulez arranger le tout dans votre interprétation. Et finalement, la question des nuances. La question des nuances, c'est la question capitale. Si vous voulez que votre interprétation soit intéressante, soit la vôtre, soit expressive, etc., bon, il faut travailler les nuances. Le plus vous les travaillez, le plus vous mettez sous la loupe. Mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais ce crescendo? Pourquoi est-ce que je veux jouer cette phrase de cette manière? Peut-être je peux faire autrement. Mais pourquoi? Toujours la question de pourquoi. Ça paye. Ça paye. Et là, il y a une analogie directe avec, par exemple, au théâtre. Le plus on travaille les détails, le plus ça devient profond, ça nous touche. Si on se met dans une monotonie de discours, bon, ça ne touche pas trop les autres. Et en musique, c'est encore plus valable. Après, la question sur la mémorisation, comment mémoriser facilement les reprises d'une partition et les changements de tempi. Cette question, c'est lié un peu à la question précédente parce que les reprises, déjà on doit comprendre, mais pourquoi est-ce qu'on prend cette reprise? Donc il faut se poser cette question. Il y a une raison pour ça. Et quand vous trouvez cette raison, quand vous définissez cette raison, bon, ça tombe bien parce que cette raison devient l'ancrage pour se souvenir des reprises. Le tempo, c'est la même chose. Le tempo, ça correspond à notre musicalité et au parcours de la musique. Les changements de tempi, c'est toujours lié en fait à comment le morceau, la pièce se déploie, à la dramaturgie si vous voulez encore. Donc c'est à réfléchir, à se poser la question et le plus vous le faites, le plus vous ancrez en fait ces changements dans votre mémoire. C'est sûr que juste à mémoriser de cette manière sec, ici je change de vite à lent, bon,
ça peut aller, mais ça peut s'oublier en fait au moment critique. Hein. Après la question, les stratégies à développer pour ne pas perdre le fil, voire ne pas tout perdre lorsqu'il y a des périodes pendant lesquelles il est difficile, impossible de travailler, entre guillemets, la personne de travailler son oreille. Bon, une des choses que je vous explique par rapport à l'oreille absolue, l'oreille musicale, c'est en fait l'oreille qui est toujours en avant, qui est toujours à l'écoute. C'est une habitude d'absolutiste d'être à l'écoute, parce qu'en musique, c'est vrai que si on ne progresse pas, on regresse. C'est tout simple. Il n'y a pas de moyen magique de ne rien faire et de ne pas oublier, parce que c'est la loi de notre psychophysiologie. Le cerveau, si vous ne faites pas quelque chose, le cerveau juge que ce n'est pas très important, donc le cerveau commence à le bouger un peu de plus en plus loin dans les caves de notre mémoire, y compris les acquis. Mais l'oreille absolue, là c'est important, l'oreille musicale, l'oreille absolue, l'oreille fonctionnelle, c'est un acquis, c'est une habitude, donc il faut développer son acquis jusqu'à ce que ça reste en fait à peu près au niveau. Hein. C'est comme avec des langues étrangères. Vous étudiez une langue et au début c'est très difficile, après vous étudiez. À un moment donné, il y a une masse critique après laquelle vous restez dans cette langue, même si vous oubliez pas mal des mots, etc. Donc c'est pareil avec l'oreille. Pas mal des questions touchent l'oreille absolue et les instruments transpositeurs. Et les clarinettes, les saxos, etc., etc. Donc c'est la question des noms des notes. Et bon, la réponse est tout simple. L'oreille absolue, c'est pas la question des noms des notes, non. C'est la question de comprendre à l'oreille, pour que l'oreille comprenne le son, pour le nommer ensuite. Donc d'abord c'est l'écoute, après le nom de la note. Donc les instruments transpositeurs, c'est juste la question de nommer les notes, et si vous avez la méthode sur l'oreille absolue, là, il y a des leçons qui touchent cette question de comment on peut faire si on veut donner d'autres noms à ces notes. Une question d'un débutant qui demande bon, l'important c'est le rôle des tonalités et des harmonies. Bon, c'est vraiment une chose très très vaste, mais en gros on peut dire les harmonies, c'est les changements des harmonies, l'arrangement des harmonies, le déroulement des harmonies, c'est le squelette de la musique. Donc, ça fait partie du développement du musicien et du développement de l'oreille musicale. C'est de commencer à comprendre ces choses à l'oreille, les clichés harmoniques, les cadences et d'autres choses qui se répètent en fait d'un morceau à l'autre, d'une musique à l'autre. Il y a beaucoup de ces clichés qu'on connaît déjà sans s'y rendre compte. Les tonalités, c'est en fait les couleurs. Les couleurs dans la palette de musique, la gamme, on dit pour les couleurs visuelles ça, on dit la gamme de Debussy ou la gamme de Renoir, etc., etc. C'est vrai qu'il y a dans l'arc-en-ciel musical, il y a 12 notes, 12 couleurs tonales. Mais c'est vrai aussi que dans les musiques, sauf la musique atonale, dans toute la musique tonale, on n'utilise que de 5 à 8 notes dans le morceau. Après, ces notes bougent comme le compositeur
les arrange. Donc, la tonalité ou les tonalités, c'est en fait c'est les palettes que l'oreille utilise, que l'oreille entend, que l'oreille avec lesquelles on fait tout ce travail. Et bon, on s'habitue en se développant en tant que musicien, on s'habitue à comprendre ces palettes de plus en plus, mais même une oreille qui n'est pas du tout formée entend une modulation, sauf que bon, un musicien peut dire ça, c'est une modulation. Mais chaque personne entend une modulation parce que du coup, les couleurs changent, la tonalité change. Une question sur la concentration aussi, j'ai déjà touché la concentration et là je veux juste dire que la concentration c'est lié à la respiration. Ça c'est le fait immuable. Il faut, si vous voulez travailler la concentration, si vous voulez utiliser la concentration activement comme un instrument, bon, faites attention de comment vous respirez. Hein. Pour les instruments de souffle, pour les chanteurs, c'est évident de déjà même mettre des petites notices où on inspire. Les instrumentistes, autres, même trop souvent, ne se rendent pas compte de l'importance de ce processus. Et c'est pour ça qu'on nous propose, certains enseignants nous proposent de chantonner ou de chanter les phrases musicales pour qu'on s'installe dans le rythme de la respiration. Bon, donc faites attention à votre respiration. Si votre respiration est relâchée, vous entendez mieux, vous vous concentrez plus facilement. Et encore, bon, c'est une chose qui s'entraîne, une chose qui se travaille, mais déjà, faites attention à la respiration. Une personne écrivait, pour connaître l'enchaînement des notes, c'est bien de les travailler avec les rythmes différents et aussi à l'envers. Non. Pour la mémorisation, pour connaître l'enchaînement des notes, c'est pas bien. C'est bien pour le développement de l'oreille, oui. Les phrases musicales en sens inverse et tout ça, c'est très très bien pour développer l'agilité de notre oreille. Et dans les méthodes de développement de l'oreille musicale que je propose, je fais en fait pas mal des exercices là-dessus. Mais pour la mémorisation, non. Après, la personne écrit, quant à la vitesse, il faut privilégier la lenteur et augmenter le rythme petit à petit grâce au métronome. Déjà, j'ai discuté cette question, c'est pas vrai. Non, en réalité, c'est pas du tout une bonne technique. Parce que quand vous jouez un passage ou quelques notes, les enchaînements des notes, vous le jouez lentement, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez bouger comme vous voulez. Mais le plus vous augmentez le tempo, le plus vous serez obligé d'économiser les mouvements. Le problème, c'est que si vous commencez avec un mouvement qui n'est pas bon, qui n'est pas économique, bon, vous vous plafonnez parce que quand vous répétez le passage, vous mémorisez, le corps mémorise le passage. Et après, c'est plus difficile, il faut désapprendre un autre mouvement et puis réapprendre. Donc une bonne technique, c'est autrement, il faut trouver le bon mouvement et le tester. Donc, bien sûr que c'est difficile de faire un long passage des notes tout de suite, c'est un enchaînement des mouvements. Donc, on examine ce mouvement sous le loop. Et après, d'essayer de jouer ces petits bouts techniquement. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que je peux jouer?
j'y arrive, ah, c'est économique, ah non, je ressens qu'il y a une petite tension à ce doigt-là, hein, comment est-ce que je peux faire plus intéressant là, donc on trouve le bon mouvement, on le teste, et après on colle les bouts dans le bon tempo. La question, comment ne pas perdre les morceaux qu'on n'a pas travaillé depuis un certain temps. Bon, pour ne pas perdre des morceaux, bon, il faut les bien mémoriser, c'est tout. Il faut les bien mémoriser. On perd tout ce qu'on n'a pas ancré. Deuxième chose, c'est bien de garder son répertoire en ordre. Hein, parce que souvent, en fait, on ne se souvient pas des morceaux qu'on a bien joués, qu'on a mémorisés, mais on ne se souvient pas de ces morceaux parce qu'on n'a pas joué pendant longtemps, donc on oublie qu'on a joué ce morceau. Donc, un bon repère, c'est de toujours avoir ces partitions bien arrangées ou éventuellement faire une liste de morceaux actifs, achevés, pas achevés, mais mettez-les dans la liste. Donc, de temps en temps, vous regardez cette liste et vous dites, ah, tiens, ce morceau-là, j'ai joué, et essayez de vous souvenir de ce morceau. Ah, mais je me souviens de ça, et là, j'essaie de jouer, ah, j'ai oublié à moitié. Bon, là, on revient en fait à la question de mémorisation. Là, d'ailleurs, dans mes formations, on va en avoir une formation sur la mémorisation des textes. Je vous donne des repères, en fait, pour le faire, pour bien ancrer. Et cette fois ici, j'ai décidé de diviser en 3 niveaux parce que c'est vrai que les défis de la mémorisation dépendent de notre niveau. Hein. Pour le débutant, par exemple, le premier défi, c'est en fait la lecture de la partition, la compréhension de partition. Pour une personne plus avancée, c'est plutôt la technique qui peut ralentir ou freiner la mémorisation. Et finalement, quand on n'a pas de problème au niveau de la partition, ni au niveau technique, bon, c'est la question de mémorisation des grands textes, des morceaux, des grandes échelles. Donc, si vous voulez vous souvenir de vos morceaux, je vous ai dit encore, il faut bien mémoriser. Si vous voulez ça, bon, venez à ces formations, je vous donne des très très bonnes repères et des techniques pour faire ça. Mais bon, en fin de compte, pour se souvenir de ces musiques, il faut les mémoriser correctement. Après, la question sur la lecture à vue au piano, bon, la lecture à vue au piano, c'est un acquis qu'on doit travailler. C'est pas quelque chose qui se développe tout seul, tout simplement parce qu'on n'a pas assez de temps pour le développer. Sauf si vous êtes obligé de jouer tout le temps. Je me souviens d'un pianiste qui disait, bon, j'ai appris de bien faire parce que j'étais obligé, j'ai accompagné les danseurs au ballet. Donc, et tout le temps, les partitions différentes. Mais si vous jouez moins souvent avec les partitions, si vous jouez à vue moins souvent, bon, c'est un acquis. D'ailleurs, dans cette formation, au premier niveau, on travaille la lecture de partitions. Et finalement, une très bonne question que j'ai reçue, que j'ai bien aimée, c'était la question « Pourquoi la musique nous fait du bien? Je peux jouer facilement plusieurs heures par jour. Mais pourquoi vraiment? Moi, je peux répondre pour moi-même. Et déjà, j'ai joué la musique toute ma vie, je joue la musique toute ma vie. Et j'avoue que j'avais aussi des périodes, 3 fois dans ma vie, des périodes longues, quand j'ai pas trop joué parce que j'avais pas d'envie. Mais en général, toute ma vie, je jouais la musique parce que j'aime bien la musique. Ça me donne... C'est un moyen pour moi depuis très très longtemps, bien sûr pas au début quand j'ai commencé, mais depuis l'âge de 13 ans, c'était toujours un issue pour mes émotions, un issue pour
mes expressions, si vous voulez, pour s'il y a des sensations, des ressentis que je veux exprimer, bon, je me mets au piano et ou à la guitare, je peux le faire. Et il y a d'autres raisons, bien sûr, aussi. Et je suis curieuse de savoir pourquoi vous faites la musique. Pourquoi cela vous fait de bien, hein? Je suis assez convaincue. Oui, il y a des raisons scientifiques. Pourquoi la musique, c'est très très bien pour le cerveau. Ça, c'est vrai. Les scientifiques sont tous d'accord là-dessus aujourd'hui. Mais on ne fait pas toujours ce qui est bien pour notre cerveau, hein. On fait ce qu'on veut, on a envie de faire ça, on veut le faire, donc on le fait. Et je suis curieuse, pourquoi est-ce que vous le faites? Écrivez-le dans les commentaires à cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Venez à des formations où il y a la mémorisation, où il y a une formation sur les rythmiques d'ailleurs aussi. Il y en a d'autres. Si vous avez des méthodes en DVD, continuez de les travailler. Bonne continuation, à bientôt. N'oubliez pas à penser à répondre à cette question. Pourquoi est-ce que la musique nous fait de bien? À bientôt.